Bonjour tout le monde. On va tranquillement commencer. Bienvenue, je m'appelle Jim Pelletier, je suis enseignant en histoire et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette première collation humaine d'une série de 3. Les collations humaines sont des activités proposées dans le cadre du service d'aide à la réussite. Ce service, mis à la disposition des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur parcours scolaire, a pour mission de favoriser la réussite en offrant du soutien académique, un encadrement personnalisé, des moments comme celui d'aujourd'hui. Effectivement, la réussite, c'est pas seulement obtenir des bons résultats aux examens, c'est aussi grandir comme citoyen, développer sa capacité à penser, à échanger, à comprendre les grands enjeux de notre époque. Et c'est dans cette optique que nous organisons les collations humaines comme des moments d'échange informels, des moments pour partager les idées dans un esprit d'ouverture et de curiosité intellectuelle. Aujourd'hui, on vous invite à une réflexion sur un sujet qui est malheureusement redevenu central dans l'actualité, dans les relations internationales, l'importance des hausses des dépenses militaires dans tous les États d'Occident et le retour d'une certaine logique de puissance dans les rapports entre les États. Est-ce que c'est le signe d'une époque plus dangereuse ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une réponse stratégique nécessaire à un contexte mondial plus tendu? Pour en discuter, 2 panélistes ont généreusement accepté de participer à la discussion. À votre gauche, Philippe Munch est professeur d'histoire au Cégep de Sherbrooke depuis 2011, docteur en histoire de l'Université Laval et en études politiques de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Il est aussi chargé de cours occasionnels à l'Université de Sherbrooke. Et à votre droite, Antonin-Xavier Fournier, professeur de sciences politiques au Cégep de Sherbrooke depuis 2008. Les spécialistes des systèmes politiques français, canadiens et québécois depuis plus de 10 ans. Il est chroniqueur politique à la radio de Radio-Canada et l'auteur de 2 ouvrages, dont Méthode de travail intellectuel en sciences humaines, publié en 2023. Bonjour, messieurs. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que cette collation humaine va se dérouler? Il va y avoir évidemment des discussions informelles entre 2 panélistes, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vais circuler avec le micro et vous allez pouvoir vous adresser directement à nos 2 panélistes qui sont présents aujourd'hui. Pour lancer la discussion, j'aimerais vous poser une question, un peu de mise en contexte. On assiste un peu partout à une hausse des dépenses militaires, notamment aux États-Unis et en Europe, mais aussi en Russie et en Chine. Et on se demandait peut-être, mais selon vous, qu'est-ce qui explique ce retour en force de cette logique de réarmement? Et donc, je vous laisse la parole, messieurs. Bonne discussion. Merci beaucoup, Jimmy, pour la présentation. C'est pas note avec toi, Philippe, d'abord, pour pouvoir discuter de cet enjeu-là. C'est moi qui ai eu l'idée de l'enjeu. Je l'ai ensuite proposé à mon collègue Philippe. Pourquoi parler des dépenses militaires? Évidemment, parce que vous n'êtes pas sans le savoir. On est dans un monde qui est de plus en plus instable au niveau international. Il y a une guerre illégale qui a été déclarée, entre autres, au début des années 2010, 2014 plus précisément, avec la Russie qui a envahi la Crimée, qui est une partie de l'Ukraine actuelle. Et ensuite, cette guerre-là s'est poursuivie en 2020. C'est une agression qui a été brutale, qui devait être une opération spéciale qui dure quelques jours et qui est toujours présente maintenant, 4 ou 5 ans plus tard. Donc, ça, c'est un premier élément. Il y a aussi, évidemment, toute la question du détroit de Taïwan. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, jusqu'à peu près en 1970, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1970, la Chine officielle était la Chine qui était sur l'île de Taïwan, qui est une grande île dans le détroit de la mer de Chine, parce que Chiang Kai-shek, qui était un républicain, s'était réfugié là parce qu'il s'était fait chasser par Mao, qui lui a bouffé toute la Chine continentale. Donc, à partir des années 1970, on va finir par reconnaître la République démocratique de Chine, qui est communiste. Et puis, Taïwan va devenir une espèce de petite île indépendante qui est toujours pas reconnue officiellement par la Chine. Et la Chine prétend toujours qu'elle peut reconquérir, que ce soit par la force ou par d'autres moyens, cette île-là qui est dans la mer de Chine. C'est un point de fiction très important. Il y a, vous n'êtes pas sans le savoir non plus, le conflit israélo-palestinien qui a connu depuis octobre 2023 un avancement, je ne sais pas si on peut appeler ça un avancement, mais à tout le moins une évolution importante. D'abord avec les attentats terroristes commis en territoire israélien par le Hamas et ensuite par la réponse, j'oserais dire plus que brutale, presque génocidaire, il faut que je fasse attention aux mots, par l'État d'Israël. Donc,
tous ces phénomènes-là, auxquels on peut rajouter aussi la montée du populisme à partir des années 2015-2016, accélération dans les années 2020, réélection finalement de Donald Trump, qui lui entame un bouleversement complet des relations internationales de l'ordre d'après-guerre. Alors certains disent qu'avec la réélection de Donald Trump en 2024-2025, on est rentré dans une nouvelle période des relations internationales. Donald Trump qui mène une guerre commerciale à l'endroit de la plupart des pays à travers le monde, notamment avec le Canada, qui, encore cette semaine, lors de l'ouverture de la session annuelle des Nations Unies, je ne sais pas comment je pourrais qualifier ça, Philippe, là, oui, son intervention, là, il a déversé son fiel. Tiens, je pense que peut-être l'expression est bien. Il a déversé son fiel, littéralement, à la fois sur l'Organisation des Nations Unies elle-même. Il a prétendu qu'il n'avait pas confiance aux Nations Unies, qu'il ne croyait pas aux Nations Unies, que c'était une organisation archaïque, que les Américains donnaient trop d'argent à l'ONU. Et, parallèlement à ça, toujours à la tribune des Nations Unies, il a dit qu'il ne croyait pas dans l'ordre international d'après-guerre et qu'il fait le transformer. Donc, ça, c'est le contexte qui mène à notre sujet, qui est celui de la hausse fulgurante, pour le dire, parce que c'est ça, littéralement, de la hausse fulgurante des dépenses en matière sécuritaire et en matière militaire. Je veux juste qu'on mette la chose en place, Philippe, avant de te laisser la parole, tu permets. Juste pour vous donner une idée, le budget de la défense au Canada, c'est le gouvernement fédéral. D'abord, on est dans un État fédéral, là, c'est-à-dire qu'il y a deux paliers, deux niveaux de gouvernement. On a des provinces, puis on a un gouvernement fédéral. Alors, c'est le gouvernement fédéral au Canada qui est responsable des dépenses militaires. Okay? À peu près 39 milliards, 40 milliards de dollars par année au Canada sont dépensés au niveau militaire. Le Canada s'est engagé très récemment à hausser sa part d'investissement militaire de 1,39 % de son PIB. Le PIB, là, le professeur d'économie pourrait vous le dire mieux que moi, là, et c'est l'ensemble des produits et des services qui sont offerts dans un pays. Alors, 1,39 % du PIB va aux dépenses militaires, qui correspond à peu près à 39-40 milliards de dollars au Canada. Alors, ces dépenses-là, le gouvernement du Canada, que ce soit sous Justin Trudeau ou Mark Carney qui l'a remplacé, ils se sont engagés d'ici 2028 à le hausser à 2 % et ensuite, d'ici 2035, de le hausser à 5 %. Ce qui aura pour résultat de faire passer le budget de la défense nationale à Ottawa de 40 milliards à 150 milliards de dollars. Juste pour vous donner une idée, la Chine, c'est le deuxième pays qui dépense le plus au niveau militaire dans le monde et elle dépense à peu près 250 milliards de dollars pour une population d'1,3 milliard de personnes. Et là, en passant, il y a les États-Unis qui sont dans une zone stratosphérique là, qui dépensent à peu près 900 ou 1000 milliards de dollars par année au niveau des dépenses militaires, donc largement 3-4 fois plus que la Chine. Mais ça va vous donner une idée. Le Canada, on va passer tranquillement, en fait très rapidement, d'à peu près 40 milliards de dollars de dépenses annuelles à 150 milliards de dépenses annuelles. Et ça, et je vais laisser la parole à Philippe ensuite dans un échange qui est ouvert, et ça veut dire beaucoup d'argent, beaucoup d'endettement, probablement, parce qu'on va devoir s'endetter pour payer ces dépenses militaires-là. Et ça veut dire beaucoup d'argent qui va aller dans moins de domaines que celles qui sont normalement attribuées aux missions d'État. Bon, dans des transferts en santé, des transferts en éducation qui sont faits par le gouvernement fédéral. Les principales missions du gouvernement fédéral vont forcément être affectées. Les Autochtones, enfin, toutes les missions du gouvernement fédéral vont être affectées par ces dépenses qui vont augmenter de manière considérable. Donc, c'est ça, la perspective. Et si on pousse une petite affaire plus loin, juste une petite affaire plus loin, pour vous dire à quel point ça va vous toucher, puis probablement pas simplement au niveau des dépenses, puis de la manière dont le gouvernement va évidemment dépenser son argent, il n'y a rien qui ne dit pas que dans un monde plus instable, plus insécure, où il y aura plus de dépenses militaires, il n'y aura pas éventuellement un service militaire obligatoire qui pourrait revenir, ou encore une conscription aussi, par exemple. L'ordre de la conscription, vous savez c'est quoi? C'est quand le gouvernement fédéral, les gouvernements en général obligent les citoyens à s'enrôler directement dans l'armée pour aller combattre. Alors, c'est ça la réalité. À peu près, là, c'est ça le portrait qui mène à notre idée de discuter, finalement, de cet enjeu-là aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui.
Oui. Bon, ben Antonin, honnêtement, tu commences en force. Je pensais que tu allais parler de la conscription à la toute fin, préparer les esprits, que déjà en train de placer. En fait, tu places très bien les enjeux, la question du budget, le fait qu'il va y avoir des sacrifices, le fait qu'il va falloir couper de travers dans les transferts et peut-être des enjeux comme la conscription. Je suis pas sûr que je partage ton avis là-dessus, mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en discuter. Peut-être revenir en arrière un peu parce que quelques remerciements avant de continuer la discussion. Merci Jimmy de faire l'animation. Merci, c'est très gentil. Merci Jimmy. Merci Laurie de ton support. Merci aux sociaux qui sont toujours là, qui nous aident, qui nous appuient. C'est vraiment important. Merci aux étudiants d'être là. Je sais que vous êtes peut-être contraints, vous avez peut-être des points bonus, mais j'espère quand même qu'à la fin de la discussion, je sais que vous avez des points. Je sais que vos professeurs d'NTU, de Stuttgart, pas de bonus. Est-ce qu'il y a un travail à faire avec? Donc, je sais que vous êtes contraint, que c'est peut-être pas sur une base hyper volontaire, mais j'espère qu'à la fin, ça va non seulement susciter votre intérêt, que vous allez réfléchir à ces sujets-là, et que même peut-être que vous allez sortir provoquer, perturber, peut-être même choquer. Parce qu'on a changé d'air. Ou inquiet. Ou inquiet. Ben moi, je suis inquiet. Je sais pas si vous l'êtes encore, mais on a vraiment changé d'air diplomatique. Il y a vraiment une rupture dans l'ordre international. Donc, j'espère que ça va vous faire réfléchir. J'espère que vous allez poser des questions. Puis peut-être même sortir perturbé, choqué, inquiété. Je dis, c'est quand même pas notre but de vous inquiéter, mais c'est quand même de montrer qu'il y a un changement important. Donc, merci d'être là. Puis j'espère que ça va vous intéresser. Merci aussi aux collègues qui sont venus écouter ce qu'on a à dire. Antonin vous a brossé un tableau général de l'ordre international, mais j'aimerais peut-être repartir d'un angle plus dans un angle canadien. Moi, je pense qu'on assiste vraiment à une rupture importante, une révolution importante dans l'ordre international. Quelque chose de plus important qu'on a vu, il y a eu la fin de la guerre froide, il y a eu énormément de changements, mais ça n'a pas changé grand-chose dans les piliers fondamentaux de la politique étrangère canadienne. Et je pense qu'en ce moment, on vit vraiment un changement majeur et 3 piliers importants de notre politique étrangère est vraiment affectés. Et je pense que c'est bien d'être dénommé puis voir finalement à quel point ça change complètement notre politique étrangère et on n'aura pas le choix finalement de changer de stratégie dans la paix. Notre premier pilier, puis je pense qu'Antonin, tu seras d'accord, tu l'as quand même nommé, notre premier pilier, c'était notre alliance privilégiée avec un acteur important depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est les États-Unis. Donc les États-Unis, non seulement c'était un partenaire, c'était un allié, mais c'était aussi un ami proche. Et le Canada a développé, puisqu'on est une puissance moyenne, ce que j'appellerais peut-être la stratégie du faible. Quand on est faible, bon, c'est pas anti-au Canada, mais quand on est faible, la stratégie à faire, c'est de s'associer avec une superpuissance, ce qu'on a fait avec les États-Unis. Donc, on s'associe avec les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont devenus des alliés, des partenaires, un ami. Depuis 30 ans, on a approfondi finalement avec l'intégration économique, avec l'ALENA et tout. Et du jour au lendemain, ce qu'on assiste avec Donald Trump, c'est que finalement, c'est un allié, c'est un ami qui nous a complètement abandonnés, qui nous a déclaré la guerre, qui pense, bon, je pense pas qu'il est sérieux, mais qui a traité Justin Trudeau de gouverneur, qui a parlé du Canada comme le 51e État, qui pense nous annexer. Donc, il a passé Donald Trump passe son temps à nous ridiculiser, à nous intimider et finalement à nous déclarer une guerre commerciale alors qu'on était son meilleur allié. Donc, il y a un premier pilier qui vient de s'effondrer dans la politique étrangère canadienne. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, je ne sais pas si vous avez noté les mots du premier ministre Mark Carney récemment qui a parlé de rupture. J'étais quand même assez étonné des mots utilisés par Mark Carney parce que c'est rare habituellement qu'un premier ministre va dire une vérité crue et franche. Il a dit récemment que finalement, il y a une rupture dans l'ordre international. On est rendu dans une ère de nationalisme, de mercantilisme, où finalement, il y a des adversaires puis il n'y a plus de coopération. En fait, Mark Carney avait appelé très rapidement, y compris durant la campagne électorale, que les Américains n'étaient plus un allié fiable. Hein, et après ça, effectivement, il a parlé en plus de rupture. Donc, c'est les deux phénomènes. D'abord, on a commencé en politique étrangère en disant que les Américains, quoi qu'il advienne, hein, et ça, c'était très fort de la part de Mark Carney, quoi qu'il advienne, peu importe ce qu'il adviendra des négociations, peu importe la réélection, pas pour la réélection, parce que Donald Trump ne peut pas être réélu, mais peu importe qui remplacera Donald Trump, même s'il était démocrate. Les Américains, les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable aujourd'hui sur la scène internationale. Lui qui a pourtant été le gendarme du monde depuis 1945. Je vais juste préciser ça. Oh, on a une question de Valérie, notre collègue en entrepôt. D'ailleurs, si vous avez des questions, je sais que Jimmy l'a dit, mais on aimerait ça que ce soit quand même dynamique. Valérie, juste en avant. Juste ici,
Donc, soyez pas gênés si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. C'est une discussion ouverte. On n'a pas la réponse finalement parce que le changement il est actuel. J'ai peut-être pas suivi suffisamment là, l'actualité ou les éditoriaux à ce sujet-là, mais comment on peut affirmer quelque chose comme ça quand on sait à quel point ce qui se passe présentement aux États-Unis est relié à l'action d'un personnage qui est extrait, qui est bouffon, qui est pas crédible. Donc, en donnant le cas où, dans le champ de qu'on a un gouvernement démocrate au pouvoir, pourquoi, là, présentement, nos autorités ont l'impression que la cassure, elle est pour toujours? 2 réponses. La première, c'est que la fin du mandat de Trump n'est pas la fin du Trumpisme. Maintenant, on sait que Donald Trump va être remplacé par quelqu'un au minima d'aussi percutant que lui et au maxima de peut-être pire. Je pense entre autres à J.D. Vance, mais à beaucoup d'autres. Donc, on l'a vu, entre autres, aux funérailles de Charlie Kirk. Il y avait 60 000 personnes réunies pour le discours du président et de la femme, de la veuve, en fait, de Charlie Kirk. Fait que ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas une si grande rupture que ça entre les démocrates et les républicains sur la question des politiques commerciales. Oui, les démocrates étaient, je dirais, plus enjoliveurs dans leur manière de procéder. Ils étaient protectionnistes quand même. Mais ils étaient très, très protectionnistes eux aussi. Le Buy American Act vient des démocrates. Donc, le courant, j'oserais dire, protectionniste, nationaliste aux États-Unis, c'est un courant qui embrase les 2 grandes formations politiques. Là, Valérie, tu as tout à fait raison. Probablement que, par exemple, un président ou une présidente démocrate aurait un ton qui est différent, aurait une manière d'agir qui est différente. Mais, néanmoins, ces 2 facteurs-là, c'est-à-dire que la fin de Trump n'est pas la fin du Trumpisme, et le fait qu'au niveau commercial, démocrates et républicains se ressemblent beaucoup dans les 20 dernières années, ce serait une réponse partielle que je te vais offrir à ta question. Alors, je te laisse poursuivre, Philippe. Là. J'étais là sur « n'est plus un allié fiable ». Voilà où on était rendu. Mais tu poses une bonne question, Valérie, puis évidemment, l'avenir va nous dire est-ce qu'on est dans une transition ou on est dans une rupture? Mais chose certaine, qu'on soit dans une transition, une rupture, on ne peut pas prendre la chance. C'est-à-dire de rien faire en ce moment, puis de rester les bras croisés en attendant que finalement peut-être un démocrate va arriver, tout d'un coup, qui soit un républicain, puis peut-être un démocrate ne va pas changer la politique. Et les questions de défense, honnêtement, c'est des questions qui sont importantes, mais qui prennent du temps. Je vous donne un exemple. Mark Carney est en train de regarder pour acheter des sous-marins. Je vous rappelle que, peut-être vous ne le savez pas, je ne savais pas, on a 4, je pense qu'il y a un problème avec le micro. Donc, on a 4 sous-marins, dont 3 qui ne fonctionnent pas. Donc, je vous dis juste comme ça. Donc, Mark Carney est en train de regarder pour acheter 12 sous-marins. Ça va prendre jusqu'en 2040 quelques avant de les avoir. Donc, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas attendre. Il va falloir prendre des décisions maintenant. Le gouvernement Trudeau, par exemple, a annoncé qu'il allait acheter 88 avions au coût de 20, ils sont rendus au coût de 27 milliards. On ne peut pas attendre. C'est quelque chose qui prend 10 ans. Donc, soit qu'on attend, puis là, on va découvrir que finalement, J.D. Vance arrive, que la main politique, que les démocrates, puis on va se réveiller finalement 10 ans trop tard, puis on va être en retard sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc, je reviens finalement au pilier. Le premier pilier que je parlais, c'est qu'on a un allié important qui était notre ami, mais vraiment un ami, on partageait des valeurs, mais vous sentez très bien qu'on est dans une dérive autoritaire, qu'on est dans une guerre commerciale, puis qu'on a perdu cet allié-là. Est-ce que c'est définitif ou non? On verra bien, Valérie, on aura la chance de parler de tout ça. Deuxième pilier important du Canada, qui n'avait pas été changé à la fin de la guerre froide, c'est la question de l'ONU, des droits de la personne, des institutions internationales, de la paix. Le Canada était le champion de la défense de l'ONU, du droit international. Leslie Pearson a reçu le prix Nobel de la paix pour son invention des casques bleus. Donc, le Canada avait participé aux différentes missions de paix. Je pense qu'il y avait quelques les missions de paix. Et tranquillement, dans les années 90, on a eu différents problèmes, que ce soit le Rwanda, la Somalie, l'ex-Yougoslavie. Et le Canada, par lui-même, a commencé à se désengager financièrement. Et là, récemment, ce qu'on voit, là, il faut prendre acte. OK, le mot sera peut-être dur, mais acte de décès du droit international. Parce que les principales puissances, finalement, je ne sais pas comment le dire, mais finalement, passent par-dessus le droit international. À commencer par les États-Unis, qui se permettent de bombarder des sites nucléaires en Iran, d'intervenir à droite et à gauche sans respecter. La Russie, qui est une puissance, je dirais pas une puissance dominante comme la Chine et les États-Unis, mais qui agresse ses voisins, qui est un pays agresseur, on l'a vu avec l'Ukraine. Israël, qui est devenu finalement la puissance régionale au Proche-Orient, qui se permet d'attaquer,
pas besoin de réfléchir sur la légitimité ou non, mais qui a attaqué quand même dans des territoires, que ce soit le Liban, la Syrie, le Qatar récemment, l'Iran. Donc Israël est un acteur important qui est en train de détruire la bande de Gaza, qui passe par-dessus le droit international. Le Yémen. Le Yémen, la Chine, évidemment, par rapport à la mer de Chine qui ne respecte pas le droit international. Donc les principaux acteurs. Nous, on peut rester finalement fidèles à nos principes. On a le droit de défendre nos valeurs, nos principes. Mais quand les acteurs les plus importants, finalement, sont en train de bafouer le droit international, ça nous oblige, finalement, de peut-être investir aux bons endroits. Donc, premier pilier qui s'est effondré, c'est-à-dire notre relation avec les États-Unis. Le deuxième pilier, qui est le droit international, l'ONU, que finalement, et justement, l'intervention de Donald Trump. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais honnêtement, ça vaut la peine. Évidemment, c'est du Donald Trump, c'est un show. Mais on est à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU. Et il a passé, je ne sais pas combien de minutes, finalement, à critiquer l'ONU, à dire que ça ne vaut pas grand-chose, qu'ils ne sont pas capables d'arrêter la paix, lui, en se vantant qu'il a mis fin à cette guerre et tout. Donc, finalement, la puissance principale, on est à New York, qui est en train de ridiculiser l'ONU. Ben, je vous le dis, c'est un peu triste. On arrive au constat que finalement, le droit international, il est mort. Notre principal allié n'est plus genre fiable. Et même notre alliance qu'on avait avant, c'est-à-dire l'OTAN, donc ça, c'est un autre pilier important depuis la guerre froide, depuis la fin des années 40. C'est ton troisième, Philippe, c'est ça? C'est le troisième pilier. Donc, troisième pilier important de notre politique étrangère, c'était un système d'alliance, encore la stratégie du faible. On s'associe avec une superpuissance, on s'associe finalement avec différents États pour justement nous protéger. C'était la guerre froide, c'était le camp occidental atlantique. Le Canada a beaucoup participé finalement à l'OTAN. Et après la guerre froide, on s'est posé la question, est-ce que c'est toujours utile l'OTAN? On a vu avec la guerre en Ukraine, il y avait une utilité. Les pays qui sont sur la frontière avec la Russie, les Pays-Bas, la Pologne, sont bien contents d'être dans l'OTAN. Mais le problème, encore une fois, c'est les États-Unis qui tergiversent autour de l'OTAN. Puis ce qu'on voit, bon, le problème, c'est que là, Donald Trump a dit quelque chose de complètement contraire de ce que je vais dire. Il y a que ça, il y a 2 jours, mais Donald Trump est en train de se désengager. Il est en train de laisser aux Européens, finalement, le fardeau de l'OTAN puis de protéger l'Europe. Lui, je pense qu'il va s'intéresser beaucoup plus, finalement, à l'Asie puis à la Chine. Mais si le leader principal était les États-Unis qui est en train d'abandonner l'OTAN, est-ce que nous, on devrait mettre, finalement, tous mes œufs dans le même panier de l'OTAN? Moi, je pense que ce pilier-là aussi est remis en question. Donc, je vais te laisser quand même continuer, Antonin. C'est 3 piliers très intéressants qui viennent de vous nommer, Philippe, auxquels je voudrais rajouter des éléments périphériques. Donc oui, effectivement, le Canada a perdu ses 3 piliers. Il a perdu son voisin, son protecteur, son ami. En passant, les États-Unis ont déjà fait une guerre contre le Canada à quelques reprises. Mais depuis le 20e siècle... oui. Mais depuis le 20e siècle, effectivement, les États-Unis étaient le principal allié. Effectivement, l'ONU, le droit international est aujourd'hui contesté par des puissances qui sont de plus en plus autoritaires, la Chine, la Russie, l'Inde aussi, la Turquie, dans une certaine mesure, des régimes qui étaient, dans le cas de la Turquie et de l'Inde, démocratiques et qui se sont transformés pour devenir des régimes pseudo ou encore à tendance autoritaire. Et finalement, effectivement, l'alliance d'Atlantique Nord, qu'on appelle l'OTAN, qui est aujourd'hui en position de faiblesse, en grande partie à cause des Américains. Fait que les 3 piliers sur lesquels reposait finalement une partie de la puissance et aussi de la politique étrangère canadienne se sont en quelque sorte effondrés en l'espace de 10 ans. Alors ça, c'est le fondement de la réflexion, Philippe, que je partage totalement. Auquel on pourrait rajouter des éléments périphériques très importants. Bon, premièrement, le Canada, là, mes amis géographes vont être contents. Je les vois-tu, mes amis géographes? Il y en a-tu? Oui, évidemment, il y a Majorie. Bon, alors, mes amis géographes vont être contents. Je vais parler de territoire. Donc, le Canada, c'est quand même le pays avec la 2e plus grande superficie dans le monde, qui s'en va jusqu'à l'Arctique, pratiquement. C'est un pays qui possède la plus grande frontière terrestre au monde, avec un seul pays, les États-Unis. Et ce pays-là, il est excessivement vulnérable au niveau sécuritaire. Donc, là, j'aimerais rajouter cet élément-là. L'autre élément très important qu'il faut ajouter, c'est toute la question de l'Arctique. Avec les réchauffements climatiques, avec l'environnement, je ne veux pas avoir un discours marxiste, mais les conditions matérielles vont venir transformer finalement l'évolution des sociétés humaines à un point tel que des endroits qui n'étaient pas praticables vont le devenir. Je pense
à toute la question, évidemment, du passage par le nord du Canada, qui va devenir une zone d'abord exploitée ou qui va devenir une zone d'envergure parce qu'on y retrouve des minéraux critiques, parce qu'on y retrouve des ressources naturelles importantes. Un endroit important pour faciliter les transactions, pour faciliter le passage de marchandises. Et ça, c'est une portion de notre territoire qui non seulement est vaste, mais qui est composée essentiellement de conditions très difficiles, de conditions climatiques là, qui ne sont pas faciles pour l'être humain. Donc, le Canada va devoir sécuriser cette région-là, assumer sa souveraineté dans cette région-là. Fait que ça, c'est un deuxième élément périphérique à ta réflexion. Le troisième élément périphérique à ta réflexion qui vient rejoindre la thématique principale de la collation humaine d'aujourd'hui, c'est que l'armée canadienne, on va parler de l'armée canadienne, des forces de défense, des forces armées canadiennes, sont dans un état plus que pitoyable. Alors, le ministère de la Défense n'arrive pas à recruter assez de gens, que ce soit aux civils ou que ce soit aux militaires, parce que il y a deux grands types d'emplois là, au ministère de la Défense. Il y a ce qu'on appelle les emplois qui sont donnés à des civils, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans les forces armées canadiennes, qui ne portent pas le fusil, là, et qui ne sont pas des militaires, finalement, puis il y a le personnel militaire. Donc, et c'est deux branches très importantes pour administrer le ministère de la Défense. Alors, dans les deux cas, le gouvernement fédéral n'arrive pas à combler les postes ou à avoir suffisamment d'effectifs pour pouvoir faire rouler l'armée. C'est comme fondamental pour réussir à avoir une armée. On n'a pas assez de soldats, puis on n'a pas assez de fonctionnaires pour accueillir des nouveaux soldats, puis pour encadrer les nouveaux soldats. Okay? Alors ça, c'est un premier élément déjà qui est inquiétant. Deuxième élément par rapport à notre futur militaire, c'est qu'elle est complètement obsolète, elle est désuète. Philippe faisait référence. On a 3 sous-marins, que je sache, sur ces 4 ou 3 sous-marins-là, qui sont des vieux sous-marins des années 70 et 80 britanniques, dont 3 ou 4 sont toujours à l'arrêt parce qu'on a acheté finalement... Bon, c'est ça. Alors, on a acheté quelque chose qui ne fonctionne pas, qui était trop désuet parce qu'on a voulu faire des économies. Alors, notre appareil militaire à proprement parler, nos avions de chasse datent du début des années 80, les extraordinaires F-18. Tu te rappelles, on jouait de ça avec ça, les G.I. Joe à l'époque, dans les années 80, c'est extraordinaire. Merci de nous vieillir. Mais... Oui, je nous vieillis avec un grand plaisir. Donc, on arrive presque à 50 ans tous les deux. Mais tout ça pour dire qu'on avait quand même ces avions-là. Ces avions-là sont complètement dépassés. Les gouvernements ont tardé et encore tardé à renouveler les contrats pour renouveler ces flottes-là. Il y a eu des tergiversations. On a annulé des contrats. Nous n'avons plus au Canada, toujours par rapport au secteur militaire, nous n'avons plus, là je vais dire un mot très important que je vous invite à prendre en note, nous avons plus ce qu'on appelle un complexe militaro-industriel. Okay? Alors là, le complexe militaro-industriel, ça a été inventé par un sociologue. Là, mes amis sociologues sont où? Je vois Jean-Pascal qui est là. C'est Mills qui a inventé, là, si ma mémoire est bonne, l'idée de complexe militaro-industriel. Un complexe militaro-industriel, c'est un pays qui a d'abord une politique de défense qui est réfléchie, qui est articulée, mais qui a aussi des infrastructures qui lui permettent lui-même de produire son industrie militaire. Or, le Canada, aujourd'hui, il est dépendant complètement au niveau militaire et de la production de son industrie militaire d'un autre complexe militaro-industriel, qui est le complexe militaro-industriel américain. On achète presque toutes nos armes aux États-Unis et toute notre infrastructure militaire aux États-Unis. Et comme le disait Philippe, c'est pas que bâtir un complexe militaro-industriel, c'est quelque chose qui prend 10, 15, 20, 25, 30 ans. Et le Canada, pour votre information, a déjà été un des grands complexes militaro-industriels au monde. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée 50-53, 1950-1953, le Canada avait le 4e complexe militaro-industriel mondial. On avait ici des chantiers navals, notamment à Sorel, avec les Cimars, qui produisaient là, des flottes militaires très importantes au niveau de la navigation. On avait des industries qui produisaient des armes, des bombes. Alors, tout ça a complètement disparu. Il reste une industrie militaro-industrielle à Montréal, de General Dynamics, entre autres,
qui produit des obus qui s'en vont en Ukraine et on n'en produit pas assez. Et puis, on a annoncé un investissement de 200 millions de dollars pour agrandir cette industrie-là. Bien, ça va être fait dans 5, dans 6, dans 7 ans. Donc, voyez-vous, c'est des choses qui demandent une prévision. Donc, aux 3 piliers qui se sont effondrés, viennent s'ajouter des éléments périphériques qui sont quand même très inquiétants aussi. Et à tout le moins, qui nous permettent de comprendre et de voir que ça prend du temps. Alors que les Américains, eux, Philippe, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, on pouvait quand même prédire depuis une dizaine ou peut-être une quinzaine, à tout le moins une dizaine d'années, la transformation profonde des relations internationales, la montée du populisme, l'arrivée de Donald Trump. Je ne pense pas qu'on pouvait, il y a 10 ans, se dire « les Américains ne seront plus un partenaire fiable ». Mais l'état abominable dans lequel étaient nos forces armées déjà il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, en soi, c'était un problème. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un double problème. Non seulement les piliers idéologiques de notre défense se sont effondrés, c'est-à-dire le libre-échange économique avec les États-Unis, le moralisme international avec l'ONU et l'alliance militaire avec l'OTAN. Donc, non seulement nos piliers de notre défense se sont effondrés, mais en plus de ça, on n'a pas les capacités actuellement pour réussir à renverser la vapeur à très, très court terme, ce qui nous place finalement, je vais te laisser la parole là-dessus après, ce qui nous place pour une période minimale de 10 à 15 ans, dans une période de très grande vulnérabilité, alors que la mission première d'un État, particulièrement le gouvernement fédéral, c'est de s'assurer qu'on ait à tout le moins les capacités de se relever rapidement, ou aussi une armée qui peut être relativement efficace dans un contexte canadien. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Oui. Donc, on peut quand même continuer. Ah! Oui. Encore une fois, soyez pas gênés, toutes les questions sont bonnes. On est en train de vous embarquer dans une logique militariste. C'est pas dans notre culture, donc ça devrait quand même susciter votre inquiétude, vos interrogations. Donc, soyez pas gênés. Juste dans un cadre économique, l'intervention de notre Premier ministre aussi a été pour souligner la fragilité de notre économie canadienne. Elle ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ça on le sait. Donc, avoir comme partenaire solide, entre guillemets, les États-Unis, ben, c'est pas si solide que ça. C'est comme, on est fragilisé parce que si on ne maintient pas ce rapport d'amitié, d'amour et de passion, c'est comme on n'a plus d'échange. C'est pour ça qu'il l'a souligné aussi, pas juste dans un but militaire. Tout à fait. Ah, on a une question justement du public. Ça pourrait être, avant d'aller à l'autre question, je vais répondre quand même à ça. En fait, on pouvait dire, dans une certaine mesure, que c'est un 4e pilier qui s'est effondré. Et effectivement, le pilier économique, on y avait fait référence avec notre ami au point de départ, nos ententes économiques qu'on avait avec eux. Donc oui, c'est un palier, c'est un autre pilier important qui est tombé et qui nous met dans une autre situation de fragilité. Oui. Oui, ma question, c'est, en fait, tantôt tu as parlé, tu disais que peut-être les États-Unis voudraient nous annexer, mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils voudraient s'annexer si on est un pays aussi faible que vous le décrivez depuis tantôt, avec pas d'armée, on n'a rien? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient... Philippe, je ne sais pas, veux-tu répondre parce qu'il y a plusieurs... On est vraiment en danger, en fait. Commence, Antonin, mais laisse-moi un peu... En fait, la question, c'est qu'on est faible au niveau militaire, mais on a beaucoup de choses que les Américains aimeraient avoir. Alors là, je vais les nommer, puis je ne veux pas trop en nommer, je vais te laisser aller, Philippe. Les fameux minéraux critiques, on en entend beaucoup parler. C'est quoi les minéraux critiques? Je vais vous donner un exemple. C'est entre autres là, le cobalt, tous les matériaux pour produire, par exemple, les voitures électriques, pour produire aussi ce qu'on appelle les puces, là, les chips, là, les fameuses chips là, qui sont produites pour aller dans les voitures. Alors, tout ça, ça prend des minéraux critiques. Donc, les Américains veulent avoir ces minéraux critiques-là. Ils ne les ont pas totalement sur leur territoire, nos ressources naturelles, le pétrole, entre autres. Mais il y a une chose que les Américains rêvent depuis toujours d'avoir du Canada et que le Canada a en abondance, c'est l'eau. Les Américains manquent d'eau. Hein? Et le grand rêve américain, c'est de canaliser finalement les grands cours d'eau vers les grands fleuves américains pour pouvoir permettre d'irriguer les terres agricoles de la Californie, mais aussi du Midwest américain
qui sont en sécheresse complète depuis les changements climatiques. Donc, pour répondre à votre question, je vais laisser Philippe continuer. Pourquoi les Américains voudraient nous annexer ou encore faire de nous un pays complètement subordonné à l'autorité américaine? C'est entre autres pour nos ressources naturelles. Philippe. Ce que j'aimerais dire, c'est une très bonne question. Moi, je pense pas que les États-Unis veulent carrément nous annexer. C'est une stratégie d'intimidation dans une logique de rapport de force. Vous savez que Donald Trump, il veut faire un deal, il commence toujours par intimider. Donc, c'est vraiment une relation toxique. Il commence par intimider, établir un rapport de force pour qu'on puisse accepter finalement une situation défavorable pour nous. Je pense pas qu'il veut nous annexer. Je pense pas qu'il veut nous rajouter comme 51e État. C'est une façon de parler, de nous intimider pour nous faire peur, puis pour nous faire accepter finalement des accords qui sont défavorables pour nous. C'est vraiment une stratégie. Puis d'ailleurs, je pense que on a comme deux stratégies. Oui, c'est important de diversifier. Donc, on a vu Mark Carney dès son premier voyage, il était allé en Europe, et je pense qu'il essaie de recréer une meilleure relation avec l'Europe, de diversité sur le plan économique. On l'a vu la semaine dernière, qui est au Mexique. D'ailleurs, on a négligé notre partenaire. Dans l'ALENA, il y a les États-Unis, évidemment, mais il y a aussi le Mexique. On a toujours tendance à fonctionner Canada-États-Unis, Mexique-États-Unis, mais c'est un rapport à trois. Donc, il faut changer le rapport de force. Il faut développer cette relation avec le Mexique, qui est un partenaire important, qu'on a eu tendance à négliger, ou on a tendance à vouloir peut-être l'abandonner si on a un deal favorable avec les États-Unis. Il faut absolument rester solidaire avec le Mexique, qui est un partenaire économique important. Je ne sais pas si c'est le cas qu'il est. Oui, puis en même temps, même entre les provinces, c'est ça qu'il a souligné également, c'est quand c'est tellement dur d'échanger entre les provinces. La lourdeur de la paperasse et tout ça, c'est qu'il a dit qu'il faut alléger cette procédure-là qui est un handicap. Donc, même sur notre propre territoire, il faut développer ce commerce-là. Effectivement, c'est ce que le gouvernement fédéral, c'était un des grands plans de Mark Carney, c'est-à-dire d'enlever ce qu'on appelle les règlements tarifaires entre provinces, parce qu'il y en a beaucoup, presque autant qu'entre les pays, finalement. Donc, et ça, d'ailleurs, les provinces sont embarquées assez rapidement quand même dans ce bateau-là, compte tenu des attaques là, tarifaires de Donald Trump. Et moi, Philippe, pour répondre à la question... Là, je ne sais pas votre nom, là, mais pour répondre à la question d'étudiante, j'aimerais bien ça, savoir son nom, Julie, merci. Donc, Mon nom, c'est Lexane. excellent, merci Lexandre. Donc, pour répondre à la question d'Alexandre, les réponses de Philippe étaient excellentes, mais je voudrais en rajouter une au-delà des ressources naturelles, aussi au-delà de la réponse de Philippe. Il y a aussi le fait que Donald Trump n'a plus une position universaliste des relations internationales. C'est-à-dire que pour lui, la démocratie n'est plus un modèle exportable à la grandeur de la planète. Au contraire, il est autoritaire. Donc, les Américains ne veulent plus jouer à la police du monde. Ils veulent économiser de l'argent et se concentrer finalement sur leur propre croissance. Et dans cette idée-là, les Américains voient maintenant le monde comme des grands pôles qu'on peut diviser en 5 ou 6 pôles. Et le Canada fait partie, évidemment, du pôle américain dans lequel les Américains auraient une prépondérance, d'où l'objectif, et là je réponds toujours à votre question, d'où l'objectif de faire du Canada éventuellement un 51e État américain. Oui. On a une autre question aussi. L'autre nom d'abord. Charles Hugo Grondin. C'est sûr que depuis tantôt, on parle des États-Unis, mais est-ce que d'autres puissances mondiales, si on parle un peu de géopolitique, pourraient avoir une convoitise sur nos ressources naturelles? Puis, est-ce qu'on devrait avoir peur des différentes puissances politiques, économiques, militaires dans la géopolitique mondiale, en fait? Merci, Charles Hugo, pour ta question. Donc, j'aimerais faire une proposition, mais qui est quand même audacieuse, même dangereuse. Puisque notre partenaire principal, vous avez compris, qu'il nous a abandonnés ou qu'il est devenu instable, il faut jouer la carte, malheureusement, la carte de la Chine. C'est-à-dire que il faut garder quand même en tête d'essayer de revenir dans le giron américain comme un partenaire privilégié. La seule façon de le faire, c'est finalement de montrer aux États-Unis qu'on n'embarque pas dans sa guerre commerciale avec la Chine, mais au contraire, qu'on décide d'ouvrir la porte à la Chine pour réparer finalement une forme d'équilibre entre les États-Unis et la Chine. Donc, ce qu'on doit faire, c'est pas seulement chercher des partenaires en Europe ou au Mexique, mais la Chine attend juste ça de finalement... D'ailleurs, juste en petite parenthèse, la Chine est devenue le partenaire économique numéro 1 de 130 pays. Donc, ils sont en train de s'installer comme la grande puissance mondiale économique et dans 10, 15, 20 ans, comme la grande puissance militaire.
Et donc, nous, ce qu'on doit faire pour peut-être se rapprocher puis revenir dans le giron américain, dans un partenaire puis dans une relation privilégiée, c'est d'ouvrir la porte à la Chine, ou en tout cas, du moins par peur des États-Unis, que nous, on est prêts finalement dans une relation privilégiée pour rééquilibrer cette relation-là. Donc, oui, la Chine, ça pose une menace parce qu'ils convoitent évidemment les ressources, évidemment le territoire, mais en même temps, puisque notre principal partenaire nous a abandonnés, moi, je pense qu'on devrait ouvrir, finalement, diversifier, mais ouvrir même la porte à la Chine. Et peut-être dans ce cas-là, peut-être que les États-Unis vont renégocier de façon favorable, mettons, un ALENA 3. Et ça, on ne le sait pas, mais moi, je pense qu'il faut jouer cette carte-là, puis il faut prendre la chance. Sinon, finalement, sur le plan économique, on va finalement perdre dans cette relation-là. Et pour compléter, Charles Hugo, oui, il y a des puissances hostiles autres que les États-Unis qui s'intéressent à notre territoire. Il y en a deux particulièrement. Bon, je ne sais pas si vous le saviez, là, la Russie tsariste, donc la Russie des tsars, était présente sur le continent nord-américain jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'avant la révolution bolchevique. Si la mémoire est bonne, là, c'est en 1867. Bon, voilà. OK, donc c'est quand même un peu avant la révolution bolchevique, là. Mais oui, quand même pas mal. Mais elle était présente avec l'Alaska a été vendu aux États-Unis. Donc, premier élément à ta réponse, Charles Hugo, c'est évidemment la Russie, c'est un voisin, on l'oublie, là, hein, mais c'est un voisin, les États-Unis, presque un voisin. Donc, eux, ils ont certainement des convoitises sur la souveraineté canadienne, particulièrement sur l'Arctique. Et la Chine, les sous-marins chinois, les brise-glaces chinois, les avions chinois, de concert avec les Russes, naviguent régulièrement dans le Grand Nord canadien. Donc, oui, effectivement, il y a des puissances hostiles autres que les États-Unis. Ça fait drôle de parler des États-Unis comme des puissances hostiles. Le terme est peut-être un peu fort, là, quand même, pour l'instant. Mais oui, il y a d'autres puissances qui pourraient convoiter la souveraineté. Le TK, d'ailleurs, la Chine et la Russie convoitent à certains égards la souveraineté canadienne sur l'Arctique. Donc, il pourrait y avoir éventuellement des Russes ou des Chinois qui viennent occuper une partie de notre territoire, très, très lointain pour l'instant, mais qui viendraient certainement nous déstabiliser. Peut-être juste rajouter que la Russie a une longueur d'avance. L'Arctique est devenu un théâtre stratégique et la Russie, depuis la guerre froide, investit en termes d'aviation, de sous-marins, de brise-glace nucléaire, des bases militaires. Donc, ils convoitent les ressources, convoient finalement le passage et ils ont une longueur d'avance sur nous. Donc, nous, on est en train d'acheter, on a quelques brise-glaces, mais on est en train d'acheter un gros brise-glace. Ça va prendre des années, ça coûte 3 milliards. L'achat de 12 sous-marins, ça va prendre à peu près 15-20 ans avant de les avoir. L'aviation et tout, mais les Russes ont vraiment une longueur d'avance. Il me semble que c'est Édouard qui avait une question, peut-être le Jimmy. Oui, Édouard, on t'écoute. Dans tout ce que vous avez soulevé, il y a un truc qui est quand même inquiétant. Notamment, il y a la montée de l'autoritarisme aux États-Unis. Oui. Il y a des mouvements d'extrême droite un peu partout dans l'Occident. Puis aussi le fait que justement, ces idéologies-là, véhiculées par les États-Unis comme bouleversent l'ordre mondial, ça a un gros impact aussi sur les politiques canadiennes, puis la montée du militarisme, justement. Est-ce que tout ça fait en sorte que la démocratie est comme en péril, en quelque sorte? Ben, merci Edouard pour ta question, mais c'est une question quand même très difficile, c'est un enjeu important. Oui, dans le monde, si on regarde en termes juste de population, la démocratie est en péril. Non seulement elle est en péril, mais je pense aussi notre politique étrangère, le troisième pilier, on ne peut plus axer sur le droit international et la défense de l'ONU parce que finalement, les principaux acteurs sont en train de l'abandonner. Donc oui, il est en péril. Puis en plus, je pense qu'on ne peut même plus faire de l'effort international parce qu'on doit se reconcentrer seulement pour nous donner des capacités militaires d'intervention. Donc pour les prochaines années, pour les prochaines décennies, la démocratie est vraiment en péril. Et je ne pense pas qu'on ait les moyens finalement de contrer cette montée-là. Et moi, j'aimerais ajouter que la démocratie a toujours été fragile, de base. Et là, évidemment, elle l'est encore plus avec la montée du populisme qui a été accentuée grandement par la montée parallèle des médias sociaux, de la désinformation, des fausses nouvelles et de l'appropriation aussi des réseaux sociaux par des groupes de pression, notamment d'extrême droite, d'extrême gauche, toutes sortes de moyens de pression, toutes sortes de groupes qui viennent utiliser finalement ce nouveau médias-là pour contester finalement les institutions habituelles et les élites en place.
Donc, oui, la démocratie, je pense, est extrêmement en danger actuellement. Et ça, c'est un autre pilier du Canada. Là, on est rendu au 5e. Bon, il y avait l'économique, il y avait notre voisin ami, il y avait l'OTAN, il y avait l'ONU, et puis on pourrait dire aussi les valeurs démocratiques canadiennes, parce que le Canada est quand même dans un environnement nord-américain. Et nous, on a tendance à penser que la démocratie canadienne est éternelle, qu'elle a toujours été présente, qu'elle a toujours été conditionnée d'ailleurs par le colonialisme britannique en grande partie, parce que, bon, le régime britannique est un des premiers régimes démocratiques dans la civilisation occidentale moderne. Mais même notre démocratie pourrait être mise en péril. J'aimerais rappeler à l'auditoire qu'aux dernières élections, on avait un chef conservateur qui a passé quand même très près de gagner l'élection, Pierre Poilievre, qui a fait des déclarations très controversées comme Donald Trump sur les vaccins, sur le convoi de la liberté, sur les bitcoins, sur la crypto-monnaie, sur l'État, sur les médias, qui ne croient pas du tout aux médias traditionnels, qui a promis de sabrer dans Radio-Canada, CBC, qu'au Québec, on a quand même un parti conservateur qui est en montée fulgurante, lui aussi, là, même s'il n'est pas encore aux portes du pouvoir. Donc, on a quand même à l'intérieur, puis là, on pourrait rajouter l'Alberta, qui est certainement plus proche de l'idéologie américaine de droite conservatrice. Donc, tout ça vient encore plus fragiliser la démocratie. Donc, voilà. Puis peut-être ajouter, Édouard, l'Occident était un pôle économique important pendant très longtemps. Puis même après la décolonisation, l'Occident était resté quand même un pôle important avec les États-Unis. Mais ce qu'on voit en ce moment, puis on le voit très bien avec les belles routes de la soie de la Chine, qui est en train d'investir 1000 milliards à droite et à gauche dans la construction de ports, de trains et tout. Quand ils arrivent en Afrique, les Chinois, ils ne demandent pas finalement c'est quoi le régime. Avant, dans les années 90, la politique occidentale s'est demandé, oui, on fait des investissements, mais en échange, essayer d'avoir une gouvernance de type démocratique, peut-être une transition vers la démocratie. Là, maintenant, les applicants ont mis dehors, finalement, les Français, parce qu'ils étaient restés après la décolonisation, mais ils sont en train de mettre dehors, finalement, les États-Unis et l'Occident, parce que, finalement, on était moralisateurs, alors que les Chinois, ils débarquent, puis finalement, ils ne demandent pas, finalement, sur l'origine. Donc, cette partie-là du droit international est en train aussi de diminuer. Puis les Chinois sont en train de planer finalement les pôles en Amérique du Sud, en Afrique, un peu partout, parce que eux, ce soit un régime démocratique autoritaire, ça ne les dérange pas. Puis il y a une autre transformation démocratique qui est très importante qu'on oublie beaucoup. C'est l'évolution du conservatisme économique depuis la fin des années 70 et les années 80. On a commis une rupture importante dans les années 2010 avec l'arrivée des populistes. Longtemps, ce qu'on a appelé le néolibéralisme, qui veut dire nouveau libéralisme, les deux grands apôtres du néolibéralisme, ça a été deux acteurs importants, plusieurs, là, mais je vais en nommer deux. Margaret Thatcher, à la fin des années 70 en Grande-Bretagne, qui va imposer une médecine de cheval au niveau économique en Grande-Bretagne, et Ronald Reagan. Mais le pilier du néolibéralisme reposait sur une théorie économique qui était celle de la mondialisation, de la spécialisation de chacun des pays dans la production. Je ne veux pas rentrer dans les théories de Ricardo, là. Mais on avait un néolibéralisme qui était un néolibéralisme qui était très, très loin du protectionnisme et d'ailleurs qui était là, approuvé par l'ensemble de la droite, y compris la droite morale et la droite économique. Alors, on a assisté et qui appuyait largement la démocratie et les institutions démocratiques pour le biais de la croissance économique. Alors, ça, c'est un pilier qui a été complètement transformé, de sorte qu'aujourd'hui, la droite est rendue une droite qui ne croit plus en la mondialisation et qui ne croit plus dans le libre-échange. Et ça, c'est une transformation radicale de notre démocratie économique depuis le milieu des années 2010, dont on a beaucoup moins parlé, parce que des gens comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher se retourneraient dans leur tombe littéralement aujourd'hui de voir des présidents et des premiers ministres de droite qui prônent le protectionnisme, qui allaient complètement à l'encontre, qui allaient complètement à l'encontre de leur idéologie politique. Donc ça aussi, c'est une transformation importante de nos filiers démocratiques et économiques. Décidément, la discussion d'aujourd'hui suscite beaucoup de questions. Mais d'ailleurs, ça alimente, c'est plus dynamique. Oui, donc, votre nom d'abord. Hubert. Oui, merci Hubert. Donc, tu sais, on voit ça avec Mark Carney. Oui. Avec la construction de son bureau, ça tourne un petit peu vers la droite. Oui. Économiquement. Oui, tout à fait. Mais,
est-ce que la solution, c'est un petit peu extrême ce que je veux dire, là, mais est-ce que ça serait de combattre le feu par le feu? Parce qu'il va y avoir beaucoup de coupures, puis non seulement à cause... On rentre en cadet d'austérité. Sauf au niveau militaire. Il n'y aura pas de coupure au niveau militaire. On va garder pas partout sauf au militaire, justement. Mais est-ce que, genre, on pourrait compenser, la solution serait de compenser un petit peu avec les ressources naturelles en faisant affaire avec des compagnies privées, genre vraiment tourner encore plus vers la droite, ou ça ne sera pas possible? C'est une question qui est vraiment intéressante et qui est très pertinente dans le contexte actuel. Puis moi, j'ai envie de dire, Hubert, que c'est exactement ce qui est en train de se produire, en fait. Ce que tu es en train de décrire, c'est le phénomène auquel on est en train d'assister actuellement. C'est même surprenant. On regarde le gouvernement Legault qui abandonne à peu près toutes les politiques environnementales, qui veut accélérer le pas, par exemple, pour les projets environnementaux, donc on ne passe plus par un cadre réglementaire qui est très strict. À Ottawa, c'est exactement la même chose. Donc, effectivement, et je me faisais même intéressant ta question, Hubert, là, parce que c'est exactement la réflexion que je me faisais dans les derniers jours. On voit que les Américains ont encore une influence très importante sur la scène politique mondiale parce que tout ce qu'on avait bâti autour des 20 dernières années, plus de démocratie, plus de politique environnementale, est en train d'être complètement sapé et on est obligé de s'en aller encore plus à droite si on veut conserver nos liens privilégiés avec les Américains. Donc, oui, ce que tu décris là, en fait, il est déjà en œuvre actuellement. Je te dirais que oui, il faut diversifier, il faut peut-être ouvrir la porte. Là, je reviens à la stratégie chinoise, mais c'est quand même un danger aussi de tomber dans une dépendance de notre puissance. Donc, il faut faire attention aussi avec la libéralisation sur les ressources, mais on a beaucoup de ressources, donc il faut jouer cette carte-là, mais en même temps, il faut garder le contrôle aussi. Puis, on n'a pas idée comment, honnêtement, la question de l'augmentation du budget, ça va poser problème, ou en tout cas, c'est des enjeux importants. Donc, on est en train de dire qu'il faut aller vers là, mais en même temps, il faut se rendre compte qu'il y a un budget, je pense que Marc Carney l'a annoncé pour novembre, entre dans les prochaines semaines, avec un déficit record de 90 milliards, peut-être 100 milliards. Et là-dessus, il y a une augmentation quand même du budget militaire qui ne sera pas touchée. Donc, forcément, il va y avoir des coupures. Et forcément, c'est des coupures qui vont nous toucher. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur le fait que ça va finir par nous toucher à quelque part. Donc, il va falloir qu'on se prononce, il va falloir qu'on intervienne, puis il faut faire le débat. Moi, je suis un partisan de l'augmentation des dépenses militaires, mais il va falloir qu'on fasse le débat. Pour l'instant, Mark Carney a annoncé qu'il augmentait le 9 milliards. On n'a pas fait de débat là-dessus. 9 milliards, c'est important. Se rendre jusqu'à 5 Antonin l'a dit, ça va être 140 milliards. Forcément, ça va faire mal, il va y avoir un sacrifice. Il va falloir qu'on fasse un débat. Puis d'ailleurs, peut-être pour revenir un peu sur l'argumentation pourquoi on devrait augmenter les dépenses, si on fait un résumé un peu de ce qu'on a dit, le Canada se trouve isolé, donc je pense que c'est important qu'on développe notre capacité. C'est pas occupé de son armée. C'est pas occupé de son armée, si on fait un résumé. Il y a aussi, on a tendance à l'oublier, mais Antonin l'a noté, que finalement l'Arctique, on a un voisin. Il faut regarder un globe terrestre. La Russie, c'est un voisin direct qui est justement là, et c'est une puissance qui agresse ses voisins. Donc, tu sais, ils sont là. Puis, juste vous donner un autre exemple qui parle, à mon avis, qui est vraiment important, on ne l'a pas encore nommé, mais la plupart des pays occidentaux augmentent leur budget militaire. L'OTAN a décidé que la plupart des pays, le Canada est un cancre sur les dépenses militaires, on est 27e sur 31e. Donc, pendant longtemps, on se reposait sur la puissance américaine. Et d'ailleurs, tu donnais raison un peu à Donald Trump dans nos discussions qu'on avait hier sur cette question-là des dépenses militaires. Mais c'est rare que je vais le faire. Le Donald Trump a raison. On a abandonné ce secteur-là avec les dividendes de la paix après la guerre froide. On s'est dit, nous, on va investir en éducation et tout, pendant que les autres continuent à investir, puis on a plus de retard. Donald Trump qui dit, il va falloir que tout le monde investisse là-dedans. Puis oui, je pense que pour avoir finalement une capacité et une autonomie, on doit le faire. Mais il y a quelque chose qui parle, qu'on n'a peut-être pas parlé. Il y a le Japon puis l'Allemagne qui ont décidé d'investir massivement dans le militaire. Si vous connaissez votre histoire après la Seconde Guerre mondiale, le Japon, évidemment, c'est des traumatismes après la défaite. L'Allemagne et le Japon s'est retirés de leur capacité militaire. Dans la constitution du Japon, il y a une clause pacifiste. Ils ne peuvent pas finalement investir dans une armée conventionnelle, dans de l'armée offensive. C'est tombé, ça. Mais justement, ce que j'allais dire, c'est que le Japon a décidé, si le Japon pacifiste a décidé de devenir finalement le troisième acteur en termes de dépenses militaires, parce qu'il comprend très bien que l'ordre du monde a changé. Les États-Unis ne sont pas fiables et la Chine menace. Donc, ils ont compris ça. Et l'Allemagne, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait abandonné cet élément-là.
Le nouveau chancelier fait des investissements massifs et a dit récemment que l'Allemagne va devenir la première armée conventionnelle d'Europe. Donc, 2 pays pacifistes ont complètement changé. Nous, on ne peut pas rester les bras croisés. Je sais que c'est une espèce de course à l'armement, mais on peut pas, le train est parti, puis nous, on ne peut pas rester les bras croisés. On a 3 autres questions. Mon Dieu, wow. Monsieur. Quelle heure est-il, Jimmy? Les 1h30. Ah mon Dieu, wow. Cool. Ça va. OK, oui. Oui. Ouais, mon nom, c'est Jasmine. Oui. Moi, ma question, c'est par rapport justement aux dépenses militaires. Oui. Puis vous parlez que, à cause de l'instabilité mondiale en ce moment, ça va être de plus en plus nécessaire justement d'investir dans le domaine-là. Et ma question, c'est à quel point, dans le fond, le manque de volontaires, donc le recrutement qui est difficile, ça va impacter ça, puis comment augmenter les dépenses militaires, ça va, dans le fond, comme marcher avec ça. Comme, il va quand même avoir des gens qui seront pas autant volontaires, puis le recrutement va quand même être encore difficile. Fait que c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? 2 éléments. Le premier élément, parce que ta question est excellente, je le soulignais au point de départ, c'est une des grandes lacunes du ministère de la Défense, la difficulté à recruter, etc. La deuxième, on est déjà en train, le ministère de la Défense s'est déjà attaqué à ça. Il a augmenté les salaires au ministère de la Défense de 15 à 20 %. Ça, c'est maintenant, c'est déjà fait. Allez voir, là, on est inondé de publicité pour s'enrôler dans les forces armées. Fait que, premièrement, on va rehausser le niveau de salaire et on va rehausser les conditions de travail dans l'armée. Alors, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui est lié au premier, puis qui est lié à ce que disait Olfa aussi, si on a des difficultés économiques particulières liées à la guerre commerciale et que le taux de chômage augmente en flèche, il y a des bonnes chances qu'il y ait des gens qui ont envie de se trouver un emploi et qui veuillent aller vers l'armée. Ça, c'est un deuxième élément important. Le troisième, je l'ai nommé au point de départ. Il existe toujours une prérogative de l'État qui s'appelle le service militaire obligatoire. Nous, on n'a jamais été habitués d'avoir le service militaire obligatoire, mais il faut savoir que dans la plupart des pays européens, il existe encore aujourd'hui un service militaire obligatoire sous une forme ou une autre. Il a été allégé dans les dernières années. C'est un service militaire qui est moins strict qu'il ne l'était, mais dans beaucoup de pays à travers le monde, c'est un service militaire qui est encore obligatoire et qui est très strict. OK? Donc, ça, ce sont des éléments qui pourraient faire en sorte que l'armée canadienne pourrait réussir à recruter suffisamment de gens pour être en mesure de bien nous défendre, entre autres. Si je peux, Jimmy, peut-être juste continuer là-dessus. Je pense aussi, là, il ne faut pas être naïf, qu'on ne soit pas capable de rattraper les États-Unis ou la France dans notre industrie militaire, mais je pense qu'on peut développer des niches spéciales, c'est-à-dire, par exemple, la guerre de demain. D'ailleurs, c'est là que je suis un peu en désaccord avec Antonin, d'un service militaire. Je pense pas que les Chinois vont débarquer en Colombie-Britannique avec des forces. Je pense pas que les Russes vont passer par l'Arctique et tout. La guerre de demain, c'est des cyberattaques, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, la bataille de demain, c'est celui qui va contrôler, puis c'est déjà à l'œuvre. Il y a une bataille épique en ce moment entre les États-Unis et la Chine pour contrôler l'intelligence artificielle. Les Chinois font du rattrapage très rapide là-dessus. Donc, nous, on pourra pas développer une industrie tout à fait complète comme les États-Unis, comme la Chine, comme la France, mais on peut se spécialiser et ça sera des emplois de demain. C'est-à-dire, si on développe l'intelligence artificielle, oui, ça aura un côté civil, ça aura un côté militaire. Comme le nucléaire, il peut avoir un côté civil et un côté militaire, mais il faut développer des niches. Ça va être des bons emplois et la guerre de demain va se passer. Ça va être des cyberattaques, ça va être de l'intelligence artificielle. La bataille va commencer, évidemment, sur le web pour commencer. Voilà. Donc, ma question, c'est quand on parle de l'industrie de l'armement, n'est-ce Oui. pas? Et l'industrie, comme n'importe quelle industrie, pour que ça évolue, il faut que ce soit productif, Oui. pour que ça suive de la technologie. Oui. Donc, on parle de cyberattaque, cybersécurité de la Chine. Mais la Chine, on parle aussi d'un régime autoritaire. Est-ce que le développement de cette industrie ne pourrait pas poser problème, finalement, pour la démocratie d'autres pays? C'est-à-dire que pour que notre industrie se développe, il va falloir produire pour d'autres pays, les encourager dans la voie... Donc, on va encourager indirectement des pays agriculteurs. Exact. Puis on a parlé d'obus qui existent, puis qu'on faut produire, et on sait qu'on est en train de les exporter. Absolument. Puis il y a des dits et des non-dits, parce qu'on n'est pas capable d'assumer certaines... Oui, il y a eu le cas d'Arabie Saoudite, entre autres, où on a envoyé des chars, où on a vendu des chars il y a une dizaine d'années. Ça a été un grand scandale pour plusieurs milliards de dollars, régime autoritaire saoudien, etc. Oui, effectivement, puis les Français le font allègrement, sans règne d'ailleurs, fait en passant. Là.
Donc oui, ça c'est une autre question qui est très intéressante, c'est-à-dire est-ce que le développement de notre industrie militaire et son exportation à travers une performance qu'un complexe militaro-industriel pourrait amener à vendre des armes à d'autres régimes autoritaires, Israël entre autres, bon, pas vraiment un régime autoritaire, mais qu'il y a des tendances. Bon, une fois, évidemment, tu poses la question importante. Donc, il va y avoir un débat important sur l'augmentation des dépenses militaires. En tout cas, il faut faire le débat. Et après ça, il faut voir comment ça va fonctionner lors d'international. Mais si vous avez compris, finalement, en termes de piliers, que le droit international s'est effondré, moi, je pense que c'est même l'acte de décès, il va falloir bâtir en fonction d'intérêts et de formes d'alliance au détriment, finalement, des questions de démocratie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, finalement, vendre peut-être nos niches spécialisées sur l'intelligence artificielle à des régimes qui sont autoritaires, mais qui sont dans un système d'alliance avec le Canada. On ne peut pas continuer, alors que les pays ne respectent pas le droit international, de continuer une politique fondée sur des valeurs, des principes démocratiques. Il va falloir établir des rapports de force. Donc là, ici, je suis en train de défendre une position réaliste, c'est-à-dire on ne peut plus fonctionner avec juste les valeurs canadiennes qu'on a toujours défendues depuis Pearson, c'est-à-dire basées sur la démocratie, le droit international, la paix. Il faut y aller en fonction des rapports de force, puis en fonction d'alliés qui sont fiables, peu importe le régime. Donc il faudra que, comme la Chine fait, comme les États-Unis font, les États-Unis sont alliés à la fois avec l'Arabie Saoudite, avec plein de régimes autoritaires. Donc pas pourquoi que le Canada devrait continuer à avoir une politique moralisatrice. D'autres questions, Myriam? Oui. Merci, messieurs. C'est vraiment intéressant ce que vous nous jasez cet après-midi. Merci. Toutefois, moi qui est en psychologie, oui. j'ouvre la télévision, j'écoute les nouvelles, puis ça me fait faire de l'anxiété. Ouais. Puis l'optimiste en moi est comme un peu en manque. Je vous écoute, moi je suis inquiète. Tu parlais d'inquiétude tout à l'heure, Philippe. Comment on peut réduire un peu cette inquiétude-là ou avez-vous un message d'espoir pour nous? On sait qu'en politique, souvent, c'est cyclique. Est-ce qu'on est dans le bas de la curve? À quel niveau on se situe? C'est vraiment... par rapport à... Myriam, merci parce que tu es exactement là où je voulais m'en aller. Et là où je suis probablement un peu en désaccord avec Philippe, peut-être que lui est un peu plus réaliste que moi, peut-être que moi je suis un peu trop idéaliste. Là. On pourrait débattre longtemps de ces deux grandes écoles d'évaluation internationale. Mais moi, effectivement, puis je voulais nous laisser sur un message d'espoir. Et puis là, je vais y aller de deux manières. Je veux faire une anecdote avec la Deuxième Guerre mondiale. Pour ceux qui ne le savent pas, là, on est à peu près autour de 1940-1941. L'Europe au complet est rendue une Europe sous régime autoritaire avec le régime nazi d'Adolf Hitler. Et il reste finalement comme seul rempart en Europe le Royaume-Uni, dirigé par Winston Churchill, qui a été un des grands premiers ministres de l'histoire du Royaume-Uni. Et à l'intérieur même du Parti conservateur de Winston Churchill, il y a une portion majoritaire de son cabinet, c'est-à-dire de son conseil des ministres, et de son War Room, c'est-à-dire son conseil de guerre, qui est favorable à signer une armistice avec l'Allemagne nazie. On est autour de 1940-1941. Et par la volonté d'un seul homme qui va livrer un discours absolument extraordinaire à Westminster. Westminster, c'est le palais de Westminster, c'est le Parlement britannique. Par la volonté d'un seul homme, par la volonté de ses simples mots et de ses simples paroles, un seul homme va tenir tête pendant 2-3 ans jusqu'à temps que les Américains embarquent dans la Deuxième Guerre mondiale à l'Allemagne nazie. Bon, pour rajouter qu'Hitler a fait quelques erreurs au passage, mais quand même. Donc, moi, je vais livrer un message d'espoir dans un premier temps en disant ça ne prend pas grand-chose non plus pour réussir à résister et pour contester, d'une part. Le deuxième message, et là, ça rejoint ce que tu dis, Myriam, c'est-à-dire qu'effectivement, on observe des cycles. Et c'est clair qu'on est dans un cycle actuellement qui n'est pas un cycle qui est favorable à la démocratie. Mais ces cycles-là, un peu comme des cycles économiques de croissance, de décroissance, on peut penser qu'il y a des cycles qui sont plus favorables et qui sont moins favorables à la démocratie. Et moi, j'ai espoir, ça sera mon deuxième élément. On le voit avec l'Europe, entre autres, qui reste le grand pilier démocratique mondial, avec son projet Rearm Europe de 800 milliards de dollars, non pas simplement pour avoir une politique militaire, mais pour défendre la démocratie. Le Canada, d'ailleurs, s'est allié avec l'Europe sur ces questions-là. Je pense qu'il va rester finalement un grand forum où on va toujours retrouver des pays démocratiques
et que ce cycle-là, malgré la transformation de l'ordre international, pourrait éventuellement permettre à la démocratie de se réinstaller, peut-être même de manière plus durable qu'elle ne l'est actuellement. Ça sera mon message d'espoir. Peut-être, Myriam, sur ton inquiétude, oui, l'ordre international, c'est inquiétant, puis je veux pas, faut pas faire l'autruche, c'est inquiétant, puis les prochaines années, honnêtement, on embarque dans un monde instable, fragile, avec un rapport de force qui est... Mais, pour revenir, qu'est-ce qui crée l'anxiété? C'est quand finalement on sent que ça nous échappe. Mais le Canada a les ressources pour se prendre en main. C'est une question de volonté politique. Déjà, Montcalm a annoncé une augmentation de 9 milliards, d'arriver jusqu'à 2 %, de finalement d'aller jusqu'à 5 %. On a un immense territoire, on a des ressources, on est une puissance économique. Donc, ça va prendre évidemment 10, 20, peut-être 30 ans, mais on a ces capacités-là. Donc, pour finalement gérer l'inquiétude, c'est de reprendre le contrôle de notre capacité d'agir. Puis ça va être en augmentant les budgets, en développant finalement des niches, parce qu'on ne soit pas capable de tout développer non plus, de rediversifier, de diversifier notre économie, de changer les rapports de force, avoir des nouveaux alliés. Mais donc, ça demande de la volonté politique. Puis moi, je pense que si on saisit ce moment-là, oui, c'est inquiétant en ce moment, mais on a des cartes en nos mains, puis on peut faire quelque chose. Puis peut-être dans 15-20 ans, on sera dans un ordre peut-être plus stabilisé avec des meilleurs rapports de force. Donc moi, j'ai quand même l'espoir, malgré ce que je dis, moi, j'ai quand même l'espoir qu'on est capable, qu'on a ces moyens-là en notre disposition.